richesse-là, déjà, elle évite d'avoir des algorithmes qui sont tous un petit peu formatés de la même manière, puisque ces gens-là travaillent énormément ensemble et leurs expériences multiples font qu'ils vont évidemment eux-mêmes on va dire, s'ouvrir. Après, c'est un travail qui se fait beaucoup avec le business, puisque aujourd'hui, chez nous, par exemple, un data scientist, il travaille pas tout seul dans un bureau avec une grosse base de données en essayant de trouver un truc que la base de données va lui permettre de détecter. Ça marche pas comme ça. Il travaille avec des gens du business. Et j'ai un exemple excellent, c'est que on a recruté un jeune qui venait d'un très bon institut de recherche, l'INRIA, pour des très très bons data scientists. Et il avait jamais entendu parler du monde pétrolier. Et donc on l'a mis sur une problématique complexe qui est l'optimisation des vols d'hélicoptères pour pouvoir atteindre les plateformes offshore. Parce que moins on fait voler un hélicoptère, évidemment moins ça coûte cher, moins ça émet de CO2 parce qu'un hélicoptère ça consomme beaucoup et ça émet beaucoup de CO2. Et puis moins il se pose et il décolle, plus on limite les accidents. Donc, les risques d'accident. Donc évidemment on est très intéressé là-dessus et beaucoup de gens s'étaient cassés les dents. Et en fait, son boulot, lui, ça a été pendant 3 semaines, il a fait 15 ateliers de plusieurs heures avec des opérationnels au Nigeria qui optimisaient à la main les vols d'hélicoptères. Et il a en permanence, et donc c'est une vraie question d'écoute et de curiosité, il a en permanence essayé de comprendre comment ils pensaient, quelles données ils avaient, etc. Et il a fait progresser son modèle, il a fait apprendre son intelligence artificielle avec des données, mais aussi avec les réflexes les règles que lui donnaient ces gens-là, et il leur soumettait les résultats, et il disait, non, c'est pas du tout comme ça qu'on fait, mais pourtant c'est comme ça que le modèle fonctionne. Il disait, j'ai oublié de vous dire, dans telles conditions-là, on n'a pas le droit de voler. Ah, ok. Et donc, en fait, c'est ces interactions qui permettent de rendre une intelligence artificielle plus fiable, et donc c'est un couple, évidemment, data scientists curieux, ouverts, et des gens du business, et c'est cette interaction, c'est cette capacité à être en mode test and learn, c'est-à-dire j'accepte qu'au début le modèle soit assez peu fiable, pas très bon, mais qu'au fur et à mesure de ces interactions, il progresse, et puis il va progresser de plus en plus vite, et puis il va générer, c'est aussi dans ce moment-là qu'on génère une certaine confiance et une appropriation. Et on était super contents, c'est qu'au bout de quelques semaines, en fait, on avait réduit sur les bases historiques de 15% les temps de vol d'hélicoptère. Donc ça marche. Donc finalement, c'est un nouveau point de vue que ça ouvre dans les entreprises. Donc on a parlé, peut-être Alexandra, on a vu l'exemple de comment ça pouvait aider au recrutement, donc à débiaiser, alors là qui était peut-être trop féminin, peut-être à aller recruter des hommes pour cette société. On avait vu l'exemple en effet aussi des crédits qui n'étaient pas accordés aux femmes parce qu'on se basait sur des données passées où c'était souvent des femmes soit divorcées, soit dans des situations compliquées qui demandaient des emprunts, et donc ça se faisait pas. Mais donc l'IA, elle peut servir à quelle bonne décision dans l'entreprise et quelle aide ça peut être. On l'entend finalement, il y a l'homme, il y a la femme, il y a sans doute peut-être demain une IA dans ces comités de direction, etc. Parce que l'IA, je l'entends aussi, elle tourne pas toute seule. Elle est un compagnon qui se pose à côté finalement des dirigeants, des employés, tout ça pour éclairer les décisions, les décisions qu'ils peuvent prendre. Alors tout à fait. Alors pour arriver à prendre la bonne décision, il faut faire 2 pas en arrière. Le premier, c'est comme tu l'as souligné, Frédéric, c'est l'importance du jeu de données. Le deuxième, c'est la phase d'entraînement, on l'a dit. Et qui entraîne la machine, ce sont des hommes et des femmes. Et là, nous, on commence très tôt pour aller chercher ces hommes et ces femmes. On va dans les lycées, donc on a un programme qui s'appelle PITech, où on va expliquer les nouvelles technologies, on va inciter les jeunes, dont les jeunes femmes, à embrasser des carrières technologiques, techniques, et à nous rejoindre derrière, et à travailler sur l'IA, et être le reflet de la société, parce que ça c'est véritablement quelque part la clé du succès. Il faut absolument que nos équipes soient mixtes, diverses et variées, c'est essentiel. On l'a dit, donc c'est en genre, mais également souligner l'importance des origines culturelles, des origines de la religion aussi, des différentes orientations, des clés. Autre bonne pratique, c'est de mettre en application ce que l'on dit. Donc, on est assez fiers chez IBM, au travers de notre présidente, Madame Béatrice Kosowski, d'avoir signé la charte Femmes et IA pour une IA inclusive. Donc, cette charte, elle ne nous appartient pas. Elle a été définie par le cercle Interrel, donc qui rassemble plusieurs grandes entreprises françaises et qui s'engagent justement pour travailler sur la place de la femme dans les nouvelles technologies, plus précisément sur l'IA.
Alors, pour donner 2 exemples concrets et réussis autour de la prise de décision, éclairée via l'IA, j'en donnerai 2. Vous avez dû entendre parler de Watson Oncology. Donc, c'est concrètement l'IA qui vient en assistance du médecin oncologue, à la fois dans le diagnostic de certains cancers, mais également le traitement associé. Et là, ce qui est puissant, c'est que l'IA est capable de comprendre qu'il va traiter donc une femme, pouvoir comprendre aussi du retour, ce que le médecin va orienter, que la femme n'a pas forcément envie de perdre ses cheveux et de faire des propositions adaptées en conséquence. Et le dernier exemple, nous-mêmes chez IBM, on utilise l'IA pour challenger nos décisions par rapport à l'évolution de nos collaborateurs. D'accord ? On prend pas que en considération la décision des managers, mais également challenger, promotion, augmentation, avancer dans les carrières. Et ça, je trouve que c'est aussi super. Donc c'est peut-être une bonne façon d'augmenter la mixité en entreprise. Et alors peut-être Delphine, pour conclure, comment on fait en sorte que les femmes ne soient pas simplement des utilisatrices ou qu'elles subissent l'IA, mais qu'elles deviennent des vraies productrices ? Comment on pousse des nouvelles générations à s'emparer de ce sujet majeur ? Alors, moi, j'œuvre sur ce sujet depuis 10 ans, après avoir appris chez IBM pendant 14 ans à travailler dans ce secteur qui m'a toujours fasciné, la technologie, qui permet en fait qu'une idée devienne une réalité. Et on parlait tout à l'heure d'égalité. Grâce aux nouvelles technologies, je pense et je suis persuadée, ma conviction, c'est notre plaidoyer à la JFD, que le digital peut accélérer l'égalité entre les femmes et les hommes. On voit aujourd'hui que toutes les femmes des grandes entreprises tech en France sont dirigées par des femmes. Béatrice Kowski et beaucoup d'autres, pour ne citer qu'elles. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que je crois que les mentalités ont changé et je pense qu'aujourd'hui, on parle de ce sujet. Et finalement, chacun est limité par sa connaissance du monde et je pense que c'est important d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs et d'aller aussi comprendre comment les grandes entreprises, encore une fois comme IBM, qui ont vraiment, alors pour le coup, été à l'origine avec Watson, etc., de l'intelligence artificielle, et comment d'autres petites entreprises, parce qu'il faut aussi parler des entrepreneurs et des startups, qui aussi font que ce monde de demain va aussi se transformer. Eh bien, on y répond en présentant des rôles modèles, en donnant envie à des jeunes filles, à des jeunes femmes. Et je crois que nous, en tant que parents aussi, on se doit de présenter ces nouveaux métiers, pas comme des métiers qui font peur ou des métiers où on va finalement disparaître face à toutes ces technologies. Non, la bonne nouvelle, c'est que toutes ces technologies vont nous permettre de faire ce qu'on fait le mieux, être créatif, imaginer, penser, créer, pour laisser la place finalement à l'intelligence artificielle qui va faire toutes ce travail en fait finalement qui est complètement rébarbatif. Et je voudrais donner des exemples de rôle modèles, puisque à la JFD depuis 10 ans on s'y emploie, on a effectivement créé ce prix, les Margaret, en hommage à Margaret Hamilton. Le prochain se tiendra en 2022 sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République. Des rôles modèles, on en a présenté beaucoup au fil des années. Je pense que faut montrer la pluralité de toutes ces femmes qui réussissent dans la tech. Et je voudrais vous en donner 2 très rapidement. Clotilde Chevet, elle est plume, elle est plume pour robots. Elle a fait Kine et Hippokine et elle est au CELSA et elle travaille pour justement que toutes ces bots et ces chatbots soient plus humains, plus dans l'émotion, fassent des erreurs. Alors ça peut faire peur, mais en tout cas, ça permet aussi à que toutes ces intelligences artificielles soient vues aussi par des femmes. Et donc Plume pour robot, ça vous donne cette vision que non, on n'est pas obligé d'être bon en maths pour travailler en informatique et pour travailler en intelligence artificielle. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Moi, j'ai eu 3 en maths et 18 en philo. Je le casse pas beaucoup, mais du coup, là, je suis assez contente de le dire parce que 14 ans chez IBM, 3 en maths, 18 en philo, voilà, ça vous donne cette perspective d'avenir. Et l'autre exemple d'une autre femme, elle s'appelle Jasmine Anteus. Elle a créé Recast AI et elle a créé en 2018, elle faisait un duo avec Laurence Lafont de Google à la JFD et elle raconte qu'à 18 ans, elle a hésité entre faire Maths Sup, Maths Spé ou les Beaux-Arts. Et en fait, elle est partie, elle a fait les Beaux-Arts. Et ensuite, elle est revenue, elle a travaillé à l'école 42, elle a créé son entreprise d'intelligence artificielle qui a été rachetée par SAP.
Et aujourd'hui, et elle dit, je suis partie, j'ai créé de rien. Et elle crée donc ces chatbots qui permettent de créer un chatbot en une journée et qui peut parler toutes les langues de la Terre. Voilà, des exemples comme ça, on en a plein. Et vraiment, je pense que c'est important de s'inspirer de ces autres femmes et d'entendre qu'il y a là aujourd'hui, c'est pas l'intelligence artificielle qui est une menace, c'est les biais, et qu'on se doit, nous les femmes, de s'inscrire dans ce nouveau monde qu'on veut meilleur grâce au digital et d'inciter nos filles aussi à y participer. Donc, ce que j'entends, c'est que ça peut être finalement un arbitre dans cette gouvernance d'entreprise, en tout cas un sage ou un avis externe. On cherche beaucoup les coachs, les regards extérieurs pour donner un avis, et cette intelligence artificielle peut finalement jouer ce rôle-là en entreprise. Mais Frédéric, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement à une surrationalisation? Parce qu'on le sait, les prises de décision en entreprise, par moment, elles sont pas prises simplement par la tête. On a parlé d'émotions, on a parlé d'un historique, d'un passé. Comment on fait pour garder du recul par rapport aux recommandations que peuvent nous donner l'intelligence artificielle, même si en effet, visiblement, ça peut être pour la paix des ménages ou des COMEX un bon outil. Oui, je pense, déjà, l'intelligence artificielle ne sait pas résoudre tous les problèmes. Sinon, ça se saurait. Il y a des tas de choses aujourd'hui qui ne se résolvent pas avec de l'intelligence artificielle. La science des données ne fait pas tout. Donc il reste encore une très grande place à l'intelligence humaine pour aller résoudre des situations beaucoup plus complexes. Deuxièmement, nous, en tout cas, l'IA chez nous, elle ne prend jamais la décision à la place des humains. Elle l'aide à prendre la meilleure décision. Donc l'objectif, c'est plutôt d'objectiver ces décisions, de lui donner les éléments et éventuellement effectivement d'aller traiter des tas de données qu'il aurait du mal à traiter lui-même ou qui lui prendrait beaucoup de temps pour qu'il puisse avoir tout ce qu'il lui faut pour prendre la bonne décision. Bon, puis après, on a quand même des gens qui ont du recul et je peux vous dire que pour nous, ce qui est plus difficile, c'est plutôt d'être sûr que les gens vont vraiment essayer de regarder la recommandation plutôt qu'ils la suivent aveuglement. Donc la confiance, c'est long à se créer. Les gens ont encore aussi leurs expériences et ils comparent. C'est une question aussi de temps. Ils comparent pour vérifier finalement d'où ça vient. Et c'est après une vraie question. L'acceptabilité, elle vient aussi beaucoup avec l'explicabilité. Et c'est un très gros challenge. C'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, on dit finalement c'est une boîte noire, on sait pas bien. C'est ça qui pourrait rendre l'intelligence artificielle un petit peu inquiétante. C'est pas une boîte noire, ça doit pas être une boîte noire. Et d'ailleurs, nous, on travaille beaucoup sur ça. On fait des standards qui permettent de dire comment un algorithme peut expliquer, entre guillemets, son raisonnement de manière simple pour qu'il soit compris par la personne qui doit suivre ses recommandations. Et on a même une chaire de recherche avec Thales et EDF sur l'explicabilité de l'intelligence artificielle pour être sûr qu'en demain, on permet de dire c'est pas des choses qui sortent de n'importe où. Et enfin, à nouveau, redonner confiance aux gens qui doivent prendre des décisions en s'appuyant sur l'IA. Sinon, il y a plutôt un risque de rejet qu'un risque de suivi, je dirais, complètement aveugle. Donc non, je pense que le point aujourd'hui, partout, nous, l'IA est tout le temps accompagné de l'humain, voire c'est vraiment plutôt un assistant. Et ça remplace pas du tout le raisonnement et le bon sens des humains aujourd'hui. Mais on voit quand même que cette nouvelle technologie peut aider. J'ai discuté avec des dirigeants qui ont fait l'expérience d'avoir une IA qui enregistrait finalement les directions de COMEX, et grâce au langage naturel, etc., on s'est rendu compte, en effet, comment on se coupait la parole, comment finalement des thèmes étaient mis de côté comme ça et pas approfondis, alors que d'autres, les gens passaient beaucoup de temps, etc. Donc j'ai l'impression qu'en effet, on a parlé beaucoup des biais, mais que l'IA peut être aujourd'hui un accélérateur justement d'une meilleure gouvernance, de plus de transparence, parce que peut-être en effet plus de rationalité. Et peut-être pour conclure, parce que je crois qu'on arrive à la fin de notre temps, un dernier conseil, une vue sur ce futur de l'IA. Alors peut-être on va passer dans cet ordre-là. Alexandra, juste un mot de conclusion. 3 mots. Allez. Pardon. Donc le premier, c'est collaboration homme-machine. Homme, on l'a bien compris avec un grand H, c'est essentiel, c'est pas l'un sans l'autre. Le deuxième mot, ça va être exemplarité.
au sens à la fois diversité, mixité, mais également explicabilité. Tu l'as dit Frédéric, c'est essentiel, savoir les données qu'ils utilisent, pourquoi faire. Et enfin, le troisième mot, peut-être le plus important pour moi, de façon très personnelle, c'est la confiance. Certes, ces technologies sont nouvelles. Certes, elles évoluent trop vite, pas trop vite. Mais voilà, le champ des possibles est formidable. Il y a de la place pour tout le monde. Soyons confiants, c'est là pour durer. Donc, ayons une démarche d'adoption. Frédéric? Pour moi, l'IA, c'est une opportunité. Ça ne doit pas être vu comme une menace, effectivement. Et pour ça, il faut être curieux. Il faut avoir envie de comprendre comment ça marche. Il ne faut pas repousser la technologie. Au contraire, il faut ouvrir un petit peu le capot. Il faut s'approprier les principes et les limites. Et à partir de là, on est beaucoup plus à l'aise pour pouvoir utiliser, se servir et profiter de l'IA. Alors moi je dirais, on peut pas atteindre une diversité parfaite, mais je crois qu'il faut avoir une diversité exemplaire. Et la bonne nouvelle pour les femmes, c'est que aujourd'hui c'est notre moment. Donc il faut être au rendez-vous. Il n'y en a pas beaucoup dans la vie, c'est maintenant. Et je crois que on le dit pas souvent, mais il fait bon vivre travailler dans la tech, je vous assure. On est bien payé, et ça doit pas être un tabou. C'est des projets qui sont absolument extraordinaires. Nous à la JFD depuis 10 ans et on est accompagné par des entreprises formidables comme Total et la Digital Factory qui est d'ailleurs qui est dirigée par une femme, il me semble. Non. Ah c'est pas vrai. Ah bon. Mais j'ai des femmes très actives dans la Digital Factory sur la féminisation et j'ai atteint 40% de femmes dans la Digital Factory. J'en suis très fier. Je suis très aidé là-dessus. Il faut qu'on petit déjeune alors, Frédéric. Très volontiers. Et voilà, et toutes ces entreprises qui portent aussi ces projets de transformation, les entreprises recrutent aujourd'hui des nouveaux talents. Il faut apprendre à apprendre, et il faut surtout ne pas avoir peur, mais au contraire prendre ces nouvelles technologies, ces arrivées de l'intelligence artificielle avec l'optimisme de la volonté. Eh ben, merci à tous. Et donc, on l'a compris, l'IA, finalement, l'allié de la mixité en entreprise. Merci. Merci. Pour cette table ronde, oui, je vous invite à sortir de scène. Nous allons repasser la parole à Lyon. Chère Corinne, je pense que tu nous entends et tu es bien connectée pour la synthèse, puis la conclusion de notre soirée. Alors, non seulement bien installé et en bonne compagnie, j'ai le grand plaisir de partager cette conclusion avec Alban Guyot, qui est le directeur général de l'entreprise du futur. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore l'entreprise du futur, c'est un levier de transformation des entreprises extraordinaire. C'est un réservoir sans fond d'optimisme et de solutions. Alban, est-ce que tu peux nous dire C'est un véritable plaisir de faire cette conclusion avec toi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as retenu de cette soirée ? Oui, merci beaucoup. Et puis ça a été un plaisir en tout cas de collaborer ensemble sur cette soirée. Plein de choses. Je pense qu'il y a énormément de choses à retenir. J'aime bien. Je l'avais fait dans l'entreprise du futur et je me suis prêté à l'exercice ce soir d'essayer de retenir ce qui se fait au travers de quelques mots-clés. J'ai décidé de reprendre le mot évidence et de reprendre chaque lettre du mot évidence. Donc j'ai retenu 9 mots. L'engagement, la valeur, l'intelligence, la décision, l'entreprise, la nouvelle confiance, l'égalité et la stratégie. Et je me suis du coup prêté au jeu de me donner un petit texte et de vous partager cette synthèse. Tout démarre d'un engagement. Un engagement du chef d'entreprise qui sait faire de la mixité une véritable valeur centrale de son entreprise. Une valeur centrale qui unit les femmes et les hommes autour du nous. Ce nous de l'intelligence collective qui nous fera faire l'impossible, parce que rien n'est impossible, même quand nos managers sont enceintes pour BPI. C'est une décision stratégique au service de la croissance de son entreprise, en créant une nouvelle confiance entre tous les collaborateurs, les membres du COMEX et la tech, pour faire de l'égalité
un véritable levier stratégique de compétitivité et d'attraction des talents dans toutes les entreprises françaises. Merci beaucoup, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup, Alban. Non, reste avec moi. Je vous propose de reprendre les 3 questions du départ. Pourquoi ce thème? Pourquoi maintenant? Et pourquoi l'âme? Donc, pourquoi ce thème? Nous avons maintenant donc un cadre qui va aider nos entreprises à pouvoir développer la gouvernance inclusive. Dans le même temps, les entreprises ont un besoin urgent d'attirer les talents et de proposer aux salariés c'est une lame de fond. Nous avons entendu cette expression. Nous avons une lame de fond avec des salariés qui, de tous âges, veulent donner plus de sens à leur travail, recherchent plus de liberté, recherchent plus de bienveillance. Une autre lame de fond, et une étude extraordinaire a été publiée voici quelques jours par McKinsey, a montré que le Covid pousse énormément de femmes qualifiées vers la sortie des entreprises. Cette étude a montré que cette dernière année, 1/4 des femmes qualifiées aux États-Unis envisageaient une diminution de leur ambition professionnelle. 2 millions d'entre elles aux États-Unis sont en train de quitter le monde de l'entreprise, alors que dans le même temps, les entreprises ont justement besoin des talents pour pouvoir mettre en place cette gouvernance. Alors comment faisons-nous ? Comment faisons-nous pour développer cette gouvernance et comment faisons-nous pour transformer ces défis en atouts? Donc, la gouvernance partagée n'est pas qu'un nombre à atteindre ou une case à cocher. La gouvernance partagée, ce n'est pas créer des postes non opérationnels dans des commerces que l'on va confier à des femmes pour faire monter les pourcentages. La gouvernance partagée, ce n'est pas fixer des très beaux objectifs de parité totale dans 5 ans et de ne rien changer dans les entreprises. La gouvernance partagée, ce n'est pas continuer à fermer les yeux sur le sexisme au quotidien. La gouvernance partagée, ce n'est pas cocher la case de l'index égalité une fois par an et ensuite ne pas se servir des indicateurs pour changer. Nous pouvons y arriver. Nous savons ce qui marche. 2 piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'attitude. C'est vraiment comment est-ce qu'on approche les problèmes. Comme tout sujet stratégique est important, avec méthode, avec des outils, avec une véritable vision, une véritable stratégie. La deuxième approche qui est importante, c'est l'inclusion. L'égalité professionnelle est un bienfait pour les hommes, ils doivent en être également les acteurs. Ensuite, participer à un tel projet sociétal, un projet sociétal d'une telle ampleur, c'est une odyssée, c'est une aventure qui mérite ambition, volontarisme. On a besoin, dans une aventure, de capitaines audacieuses et audacieux, on a besoin de leaders inspirantes et inspirantes. C'est une aventure, cette égalité. Ensuite, en se fixant vraiment des priorités, 3 priorités très fortes. Les talents. Les entreprises vont de plus en plus se battre pour attirer les talents féminins. Les attirer, les retenir, les motiver. Un chiffre. On ne vous a pas abreuvé de chiffres ce soir, mais je trouve qu'il y a vraiment un chiffre qui mérite réflexion. Sur les 22,7% de femmes dans les COMEX du SBF 120, seuls 10% ont des postes opérationnels. 10% de 22,7%, c'est la place des femmes dans la gouvernance opérationnelle des entreprises en France aujourd'hui. On voit le chemin qui nous reste à parcourir. Une autre chose, c'est les process de décision. Décortiquer les process de décision qui se passent au quotidien dans l'entreprise. C'est un travail de fond. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de candidates sur ces postes-là? Pourquoi les femmes de plus de 50 ans désertent en masse les entreprises? Qu'est-ce qui se passe au quotidien? Vraiment comprendre les éléments. Enfin, rien ne se fera sans un travail de fond également sur la lutte contre les stéréotypes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, beaucoup de femmes se sentent
un petit peu, j'allais dire, désespérés dans certains cas, énervés dans d'autres, en tout cas ne trouvent pas forcément leur bonheur dans le monde de l'entreprise. Il faut vraiment arriver à comprendre ce qui, jour après jour, réunion après réunion, crée ce sentiment-là. Mais nous pouvons et nous savons ce qui marche. Nous pouvons y arriver, nous savons ce qui marche et l'âme prendra vraiment toute sa part au sein de cette aventure. L'âme est unique, l'âme est un collectif très puissant et l'âme, depuis 10 ans, travaille au quotidien au sein des entreprises pour les entreprises. L'âme également a su nouer, s'insérer dans son environnement, a su nouer des partenariats avec l'entreprise du futur, avec la BPI, avec le MEDEF. Nous créons des passerelles. Nous aimons beaucoup ce que nous appelons chez nous les regards croisés. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. L'âme est un accélérateur de l'égalité professionnelle et je peux vraiment vous dire que je suis hyper fière de ce que nous faisons ensemble. Merci. Nous avons vu que l'égalité professionnelle est source de progrès social. Nous savons aussi que l'égalité professionnelle crée de l'innovation. Et nous savons aussi, et nous avons encore eu plusieurs éléments ce soir sur ce thème-là, que l'égalité professionnelle est un facteur de performance de l'entreprise. Déjà, voici des très beaux rationnels pour bouger. Cependant, quand on y réfléchit, le principe même d'égalité des chances intrinsèquement devrait être en lui-même déjà une incitation à plus de gouvernance dans l'entreprise. Donc, nous pouvons y arriver, nous savons ce qui marche, c'est à nous de maintenant prendre ceci entre nos mains. Qu'allons-nous en faire ? Voilà, donc avant de laisser Thierry Vatelet conclure cette soirée, un moment qui est très émouvant et très fort. Vous avez vu ce soir 2 personnes du bureau de l'âme. Il y a tout un bureau qui est formidable, un bureau engagé. Donc nous allons vous montrer un petit film pour illustrer et que vous fassiez connaissance avec toutes les personnes du bureau de l'âme. Et je tiens aussi à souligner que nous avons été très touchés, puisque 2 membres de l'ancien bureau sont revenus nous aider à monter Évidence. Donc je trouve que c'est très fort parce que ça montre que même quand on quitte le bureau de l'âme, on a plaisir à venir nous aider. Donc merci à Caroline et à Marie-Pierre qui sont revenues. Et puis voici le bureau de l'âme et l'équipe qui a créé cette soirée pour vous. Voilà, si vous pouvez vous lever, bureau de l'âme, les membres du bureau, il y en a certains qui sont dans la salle. Si vous pouvez vous lever, comme ça on vous identifiera. Et puis à Paris voilà. Aussi. À Paris aussi. À Paris oui, aussi. Oui. Valérie, moi-même. Voilà. Et je vais passer la parole à Thierry Vatelet pour la conclusion de cette soirée. Nous vous remercions beaucoup pour votre présence.
Tout a déjà été dit. J'aimerais insister sur 2 points. Le premier, c'est M. Bouquet qui nous a donné un chiffre base, 35%. En dessous de 35%, le genre ne s'exprime absolument pas. La différence ne s'exprime pas. Il y a donc un chiffre qu'il faut absolument atteindre. Si vous voulez que les femmes comptent, comptez les femmes. Premier point. Et le deuxième point, on voit bien, le mot a été répété plusieurs fois, c'est la volonté. Je vais le dire autrement. Aurez-vous désormais le courage ? Le courage parce qu'il n'y a pas de livre, il n'y a pas de recette. Il s'agit ici de faire acte de pionnier, de pionnière. Il s'agit de tracer un chemin qui vous ressemble. Alors aurez-vous le courage ? Aurez-vous le courage de tracer le vôtre, selon votre singularité, votre particularité, de tracer ce chemin qui arrive à cette mixité à 35% minimum, 40% peut-être. Aurez-vous ce courage précisément de transformer votre organisation et de lui donner cette performance qu'elle n'a pas encore ou qu'elle a déjà? Aurez-vous ce courage de penser différemment, de faire la rupture avec les siècles précédents, de pouvoir se dire « oui, il va falloir mettre tout cela ensemble, toutes ces femmes et tous ces hommes, précisément parce que la performance de l'organisation en dépend ». Si vous voulez penser comme tout le monde, il ne faut pas de courage. Dans ce cas-là, il suffit de s'habiller comme tout le monde, de marcher comme tout le monde, de manger comme tout le monde. Vous devez à ce moment-là avoir les mêmes pensées, les mêmes idées. Vous devez avoir les mêmes sensations, les mêmes émotions. Il y a uniquement de l'uniformité, de la fatigue, de la lassitude. Il n'y a rien là-dedans en créativité. Ne me dites pas que vous avez fait tout ce chemin pour penser comme tout le monde, mais que vous êtes là simplement pour pouvoir continuer votre marche tel que vous êtes, dans votre singularité, dans votre particularité, pour pouvoir construire ce chemin qui vous ressemble, mais qui mène à ce résultat que tous nous attendons. Pour ma part, je suis persuadé que ce courage, vous l'avez. Merci beaucoup. Une chose encore à vous dire, d'abord merci et dire merci à Paris, vous dire au revoir, vous souhaiter une très belle soirée, vous dire aussi que cet événement, vous le constatez, a été un événement qui s'est ajusté au fur et à mesure à toutes les règles sanitaires. Vous le savez, elles ont évolué quasiment d'heure en heure. Aujourd'hui, je vous remercie, je parle au public lyonnais, mais j'imagine que le public parisien est identique. Merci beaucoup d'avoir porté votre masque. Nous poursuivrons la chose. Merci aussi d'utiliser les gels. Nous poursuivrons la chose. Et s'agissant du cocktail, je parle ici pour Lyon. Le cocktail ne se fera pas debout. Il se fera assis et vous serez servi à la place. Encore une fois, c'est une question sanitaire. Merci beaucoup et belle soirée. Merci également. Nous avons un cocktail à la sortie de la salle, debout. Nous sommes moins nombreux. Nous sommes moins nombreux. Et merci à la technique, Lily. Merci beaucoup. Pardon ? Tu dors ici, tu passes un peu ou tu t'en vas ? Ah non, je reste. Recording has stopped. The event is over. Thank you for attending.
Déjà, on est dans un COMEX mixte, nous. Ouais, t'as de la chance, hein.